formationnel. Votre dénonciation de jour restera intacte. Elle vous sera également proposée tout à l'heure au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Rodrigue Adalbert revient, bonjour. Merci, bonjour, parfait. Bonjour à tous mes co-discutants que vous allez présenter dans les toutes prochaines minutes. Bonjour à tous les citoyens du monde. Espace Miné, c'est le grand hôpital du Cameroun. Espace Miné intègre, voilà, tous les citoyens du monde, je voudrais dire toute la grande famille humaine. Voilà, je viens de commettre un article parfait que j'ai baptisé période électorale quand le peuple tire son épingle du jeu. C'est pour vous amener à constater à quel point Yaoundé est politiquement en chantier. Vous voyez que toutes les routes sont en train d'être refaites. Et c'est ça la politique. Ça donne envie de souhaiter qu'il y ait des élections chaque année au Cameroun. Attends, les routes qui sont en train d'être refaites là ont trait à la politique, à l'élection. Bien sûr que tout ceci a trait à la politique, franchement. Si quelqu'un écarte cette hypothèse-là, ce serait une naïveté totalement déréglée et inguérissable. L'opportunité de ces travaux montre très bien qu'il s'agit de campagne. Parce que je ne sais pas si le Cameroun était financièrement trop fauché entre 2021 jusqu'en 2024, pendant qu'on pleurait par rapport à la situation des routes. Et subitement, il y a voilà, eu de l'état l'argent. d'immondice, subitement, tout est très bien organisé. Vous voyez que les routes sont en train d'être faites et Néo est même de temps en temps docile. de temps en temps stable. C'est-à-dire que c'est un peu rare de ces jours que vous entendez parler de délestage. Tout à fait. Vous voyez pourquoi tout ceci répond de manière aussi satisfaisante dans le contexte actuel et précisément à cette période. C'est pour ça que je parle donc d'une ville de Yaoundé qui est politiquement en chantier. Bon, pour moi, c'est une très bonne chose. Vivement que ça continue ici jusqu'en 2026. Parce que... Dieu merci, il y aura également voilà, une consultation en 2026. À devenir maire, à devenir député ou conseiller municipaux et sénateur, je ne sais pas trop en tout cas. Merci de m'avoir renouvelé votre confiance et votre invitation. C'est toujours une opportunité en or que de passer à Espace Mini. Bernard Owana reste l'un des panélistes les plus en vue, les plus appréciés sur cette plateforme d'échange. Il est le directeur de la publication de La Vitrine. Il est par ailleurs homme politique. Il assume du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bernard Owana, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Bonjour au panel déjà confortablement installé. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité à nouveau ce lundi matin. J'ai une bonne anecdote à partager avec vos téléspectateurs. Je vous assure de retenir votre souffle. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas du cinéma, c'est un événement réel que j'ai vécu comme témoin oculaire et auriculaire il y a un peu plus de 15 ans. Vous allez comprendre pourquoi je fais allusion à cette anecdote. Ça va certainement justifier la présence de certaines personnes en studio. Alors, il y a un peu plus de 15 ans, ma petite sœur qui allait en mariage dans l'Oignon Infoumou, à Edjom, précisément à la mission catholique de Mebassa, a perdu son beau-père. Oh là là. Alors, en perdant son beau-père, immédiatement, c'est son mari qui devait lui succéder comme chef de famille. Et dans la tradition, on lui a remis les attributs qui vont avec, notamment une canne et un chasse-mouche. Donc, après les obsèques du beau-père de ma petite sœur, qui me suit, elle s'appelle Madame Manga Hortense, nous sommes rentrés sur Yaoundé dans un cortège de 3-4 voitures et chemin faisant, une des personnes qui était avec nous voulait se soulager. Le cortège donc s'est arrêté et lorsque le cortège s'est arrêté, la canne qui a été attribuée à mon beau-frère, Steve Lopel Manga, la canne s'est mise à courir. Je vous ai dit qu'il ne faudra pas rire. Mais là, vous êtes sérieux. Nous sommes sur un plateau sérieux. Je suis très sérieux. Enfin, ici, c'est des choses... Vous allez comprendre la suite des événements. La canne s'est mise à courir et finalement, la canne a pris la direction de la brousse. Incroyable. La canne est partie en brousse. On n'a plus jamais retrouvé la canne. Ça se passe en plein jour. Hein. Nous partons de la mission catholique des Djom
pour l'entrée à Ubud, vers Ubud, pour sortir sur Mbalmayo et rentrer sur Yaoundé. La canne est partie en brousse et il est resté seulement le chasse-mouche. On n'avait plus rien à faire en brousse. Là-bas, on a pris la peau d'escampette, nous sommes rentrés. C'était très compliqué. Lorsque nous sommes rentrés, 6 mois ou 1 an après, à peu près, mon beau-frère a eu un double AVC. Oh là là. Il a eu un double AVC qu'il a tenu pendant 15 ans. Il en est mort le 4 mars de cette année courant 2025. On l'a enterré le 26 avril, je pense, 26 ou 27. Je ne sais pas si j'ai oublié la date. On l'a enterré dans la fin du mois d'avril, le 26, chez lui à Edjom. Ça a été très difficile. C'était une affaire de haute sorcellerie. Il faut le dire comme ça. Et j'ai tenu à le dire aujourd'hui sur les antennes d'Info TV. Ce qui se passe donc, c'est que quand M. Manga, mon beau-frère, décède le 4 mars, sa fille est ici au pays. Elle vit en Belgique. Elle s'appelle Nomo Manga Marthe Samira. Elle a âgé de 24 ans. Elle est partie en Belgique à l'âge de 17 ans après l'obtention de son DC Advanced Level. Et là-bas, elle a continué ses études. Elle a obtenu beaucoup de diplômes. Et malheureusement, lorsque le père décède, le 3 août dernier, cette fille est morte. Oh là là. Ma nièce là est morte, bizarrement ici à Yaoundé. Oh là là. Des prêtres exorcistes se sont occupés d'elle, mais le fait est clair et net. Elle également a été frappée par les sorciers de son village. Donc on l'a enterrée samedi au cimetière de Mvolier. C'était difficile, c'était pénible. On m'avait envoyé le programme. Voilà, c'était très pénible. Une jeune dame. Hein. Une jeune fille de 24 ans, très jolie, qui n'aspirait qu'à vivre et a été foudroyée par ceux qui veulent vraiment traumatiser, terroriser la famille Manga. J'en profite ici pour lancer cet appel à tous ces petits sorciers de faire attention. Et vous croyez qu'ils sont encore des petits sorciers? Non, pour l'instant. J'ai l'impression qu'ils frappent fort. Hein. Ils frappent fort. Ils ont même frappé très dur. Et donc, mais là-bas, est-ce qu'ils n'ont pas tenu de conseil de famille pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement? À défaut de cela, chercher à rencontrer des vrais spiritualistes. Et on a rencontré de vrais spiritualistes, comme tu le dis. On a rencontré des grands prêtres exorcistes. On a rencontré beaucoup de personnes qui s'y connaissent. Je vous assure que le cas est préoccupant. C'est un syndicat du crime qui est bien organisé, qui est bien structuré et qui a décidé d'en découdre avec ma pauvre petite sœur qui est dévastée, qui est ravagée par 2 deuils en 4 mois. Vous perdez votre mari et vous perdez votre fille. Vous pouvez imaginer, je ne pouvais ne pas le dire ici à la télé, n'en déplaise à sa belle famille. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Ça nous a fait honte en Mvolier samedi. Il faut justement que cela s'arrête. Hein. S'il y a encore des vrais patriarches de ce côté, ils peuvent arrêter cela. À défaut de cela, il faut se retourner vers les grands spiritualistes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Rien n'est au-dessus de Dieu. Hein. Je vous dis que j'ai vu la canne, j'ai vu une canne courir. Non, le fait déjà de voir une canne courir, c'était déjà un signe annonciateur de sorcellerie à grande échelle. À grande échelle, vraiment. Ouais. C'est à grande échelle l'autre là. Bon, maintenant, quand cette canne courait, il fallait déjà s'interroger. Cette passation-là, est-ce qu'elle s'est bien passée? Non, elle ne s'est pas bien passée, puisqu'au départ, même, il y a eu des contestations. Ah, il y a des gens qui ne voulaient même pas au départ. Du vivant du père, hein, le père a dit, moi j'étais là, parce que j'accompagne toujours mon beau-frère. Une canne qui court? Oui, une canne qui court. Moi, j'ai vu avec mes yeux comment la canne court, qui a pris le chemin de la brousse. Oui. En réalité, hein, c'était le monsieur là qu'on amenait. Oui, je crois. Moi aussi, je crois que c'était lui. Oui, Rodrigue. Oui, en fait, vous qui êtes habitué des émissions compliquées. Non, moi, je le fais ici tous les samedis. Voilà. En fait, il ne s'agit pas de fiction. C'est quand vous n'avez jamais vu que vous pouvez penser que... C'est la fiction. Le monde est comme nous voyons là. C'est le voir bébé. Non, que c'est le voir bébé, non. Lorsqu'on est ici là tranquille, on n'a pas le sentiment qu'il y a des problèmes. Certains sont violents. Mais si vous traversez la route là tout à l'heure sans regarder à gauche ou à droite, c'est un motoman qui va vous rappeler que vous devez regarder à gauche ou à droite. Vous allez ressentir sur vous. Donc, c'est pour dire que c'est quand même triste, pas fait ici. Parce que la sorcellerie, le monde invisible, à l'époque de nos ancêtres vraiment, avait pour vocation de construire, de fabriquer des hommes.
de fabriquer. Mais maintenant, nous avons pour vocation de vraiment, manger on faisait les un hommes. rituel, on décidait que Haïti, vraiment comme il va à Yaoundé, tout ce qu'il va demander, à chaque fois qu'il va solliciter une faveur, Qu'il obtienne. Hein, on Très va bien. la lui accorder. Merci. Donc, on vous rendait attirant. Quelqu'un pouvait vous aimer sans raison, parce que le village s'est assis pour vous fabriquer. On vous a donné. Mais aujourd'hui, le fait que vous passez seulement la télé comme vous passez là, non, mettez des vrais garde-fous. C'est un problème pour beaucoup d'entre Je préfère ne rien dire. Hein. Je préfère ne rien dire. Voilà. Accueillons Guy Albert Bomba, un plateau essentiellement journalistique ce lundi. Hein. Guy Albert Bomba, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à toutes les populations de Mobomozoa et beaucoup plus à notre nouvelle église, l'église de Mobomozoa, qui a reçu hier l'association de solidarité et d'amour et de développement qui est venue donner des dons à les veuves et à les orphelins. Ils ont eu droit à des sacs, des cahiers, de la nourriture, le riz, parce que vous savez, il y avait les veufs aussi. Hein. Vous savez, on ne va pas dire seulement dire les veuves, il y avait les veufs. Oui, donc ils ont reçu le riz hier avec l'huile, c'est très important. Donc je tenais à leur dire merci ce matin. Et puis, quand je dis cela, je vais saluer tous ceux qui bradent les terres du côté de Moulanga, au sud-ouest, enfin ici. Donc, je vais saluer tous ces intouchables, qui se disent intouchables à la République, qui ont des 100 hectares de ce côté-là. Et je vais aussi saluer la bravoure du ministre Henri Ebaïsi, celui-là qui s'est frappé la main sur la table. Même si tu es milliardaire, tu ne peux pas avoir 100 hectares de terrain à toi seul. Et dire au délégué régional du MINCAF, du FACO, vraiment félicitations pour ça. Et dire aussi à ceux du Vouri, parce qu'il faut dire que la délégation départementale, madame le délégué départemental et madame le receveur et plusieurs autres collaborateurs du ministre qui l'accompagnent dans ces lourdes missions. Vous savez, le Cameroun n'est pas seulement pour une franche partie de personnes, parce que vous avez beaucoup d'argent, vous permettez d'avoir près de 100 hectares de terrain à vous seul. J'ai pas envie de citer les noms. Celui-là, lui, il est encore gentil. Hein. Oh, oui. J'ai pas envie de citer les noms. J'ai pas envie de citer les noms de ces gens-là qui se disent intouchables. Je connais un ministre de la République, il est encore en poste. Hein. Il vient de prendre 250 hectares de terrain quelque part dans le centre. 250 hectares. Alors, moi, je sais, parce que le ministre, peut-être le ministre n'est pas au courant, parce qu'ils ont l'habitude de faire des prête-noms. Le moment venu, nous allons en parler. Exactement. Hein. Nous avons des prête-noms. Parce qu'on a l'impression que ça, c'est de la sauvagerie. C'est la sauvagerie, parce que le Cameroun ne vous appartient pas seul. Parfait ici. Très bien. Donc, accueillons également notre invité permanent. Certains l'appellent le benguiste du plateau, l'homme à la voix singulière. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour. Bonjour à mes co-discutants déjà installés pour ce lundi politique que j'imagine déjà au vitriol. C'est un plaisir d'être là. Je salue de même toute la sphère espace minier à travers le monde, la médiasphère espace minier. Je salue comme ça tous nos artisans et ingénieurs de l'ombre qui permettent la réalisation de la magie de cette diffusion et de votre réception de notre signal partout à travers le monde et sur les différentes plateformes. Je salue de même le top management de ce média qui n'arrête pas de monter, qui va encore monter, plus encore qu'aujourd'hui, demain encore plus fort. 10h, 11h52, espace mini. Qui dit mieux?
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qu'on retrouve nombreux ce lundi matin. C'est un plaisir. N'oublie jamais hein, que c'est moi qui modère ici. Monsieur Haïti, c'est vous qui modérez. Voilà. Claudia, comment a été le week-end? Le week-end a été super, parfait. Le week-end a été super, je me suis bien amusée. Je l'espère pour vous également. C'était dans quel type d'amusement? Le Tranquille registre de l'amusement. J'étais tranquille à la maison, vraiment, avec mes enfants. Toujours au ludo? Non, du tout. Non, du tout. À la piscine? Ah oui, la piscine, c'est vrai que j'y suis allée, ça fait 2 semaines. Mais cette semaine, je n'ai pas pu me rendre à la piscine. C'est la rentrée, il n'y a pas le temps de s'amuser. Lorsque vous aurez peut-être 45 ans et que vous avez votre fils de 18 ans, vous pouvez aller à la piscine avec lui et nager ensemble? Oui, pourquoi pas? Oui. Pourquoi? Oh, le problème. Avec oui, les bien habillements sûr. de la piscine. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Et ce fils-là ne sera pas troublé. Je suis sa mère, donc même si je marche en tenue d'Adam et Ève devant lui. Comment ça? Où est le problème? C'est un homme, il peut réagir. Mais attendez, non, sauf si c'est quelqu'un, sauf il a trempé les mains quelque part. Sauf s'il a trempé les mains quelque part. Mais un enfant, un garçon qui voit la nudité de sa mère ne devrait pas ressentir des choses bizarres, entre guillemets. Non, pas du tout, ça veut dire que c'est un sorcier. Non, c'est pas un sorcier. Si. Un être normal doit réagir hein, face à ce genre de situation. Ça ne va pas dire qu'il va faire quelque chose, mais il peut réagir. Mais moi, je vous décourage hein, d'aller dans certains endroits avec vos enfants lorsqu'ils commencent à avoir un certain âge. Là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais pour la piscine, quand même, c'est rien. Tu es en bikini devant ton fils, où est le problème? Claudia, toute de rose vertu, assortie du blanc avec ce rouge à lèvres. Et ça nous amène à parler de l'information parue en kiosque. Parfois ici, les journaux sont en kiosque ce lundi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle de prime qualité cacao, 159 millions de francs CFA. Paul Biya, candidat des producteurs du Mungo. Les cacaoculteurs de ce département de la région du littoral ont ce 29 août à Loum, chef-lieu de la région éponyme, donné cette assurance au président national du RDPC pour la présidentielle du 12 octobre à l'occasion de la remise par le ministre du Commerce, Luc Magloire Bargatangana, du soutien à eux offert par le chef de l'État au titre des campagnes 2020, 2021 et 2021-2022. Au bas d'une de ce journal, on parle de la présidentielle 2025. Le FACO prépare la victoire de Paul Biya. Les préparatifs sont à découvrir en page 4. Avec le quotidien Info Matin, l'on nous propose 2 actualités. Tout d'abord, Dieudonné Mbengue nous amène du côté de la Sanaga maritime. La fondation, la main tendue, prime l'excellence. Des récompenses dans plusieurs domaines pour l'édition 2025. Des journées de l'excellence en ce 30 août à Idéa, chef-lieu du département, étaient remises aux lauréats lors de la clôture au Fort Kourou, présidée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangal et Bibéé, promoteur de la dite fondation. Au bas de une de ce journal, une autre actualité, loin de la politique bien entendu. Ici, on parle de pétrole lampant et Lundu et Somba fixe de nouvelles règles de distribution. La circulaire signée le 11 août dernier par le ministre de l'eau et de l'énergie précise que la quantité maximale vendue par usager en station-service est désormais limitée à 10 litres contre 100 auparavant. L'objectif de cette mesure gouvernementale est de garantir que ce produit fortement subventionné par l'État bénéficie en priorité aux ménages. Et voici la nouvelle. Ce matin, on parle encore de la fondation La main tendue, des récompenses pour l'excellence dans la Sanaga maritime. Jacques Blaise Mvier raconte donc le récit de cette cérémonie en page 5. Nous allons à présent du côté du Nord avec l'œil du Sahel. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun y arrive, parle ce matin de plus de 92 000 élèves qui sont sans acte de naissance. Guiba Gatama est plus précis sur cette actualité en page 4. Le jour est en kiosque ce premier jour de la semaine. On parle de Marois. Un commissaire de la police a assassiné Adam Aladi Mahamad, poignardé par des inconnus lors de son sport dominical. L'information est à lire en page 3.
Prenons à présent le quotidien Mutation. On parle du sérail. La question qui questionne. Comment avez-vous trouvé le président de la République? Point d'interrogation. Agressé en juillet août 2025 au nonce apostolique et à l'ambassadeur de France arrivé en fin de séjour. Tous reçus par le chef de l'État, candidat du RDPC à la présidentielle 2025. Cette préoccupation alimente le débat public. Georges Alain Boyomo est plus précis en page 7 avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. On parle de la France et du Cameroun. La confiance règne, écrit Marie-Claire Nana ce matin. Arrivé en fin de séjour, l'ambassadeur Thierry Marchand a été longuement reçu vendredi dernier par le président de la République Paul Biya. Au menu de l'entretien, les nouveaux axes d'une coopération bilatérale qui, de l'avis du diplomate français, s'est beaucoup renforcée au cours des 3 dernières années à printemps. Et voici le zénith. Ici, on parle de présidentielle 2025. Les microfinances ferment les robinets aux opérateurs économiques. Il faut entendre en page 3 que depuis la fin du mois de juin dernier, les créateurs de richesses au Cameroun sont aux abois. Et pour cause, leur difficulté à accéder au crédit bancaire pour faire tourner leurs affaires. Les raisons évoquées seraient liées à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Et voici la vitrine. Ici, on parle du jackpot post-électoral qui va gérer les 11 000 milliards de Glencore. Point d'interrogation. Il y a 2 ans, la santé Glencore a été condamnée à l'issue des procédures administratives contentieuses initiées par le ministère des Finances à verser 11 000 milliards des droits et taxes distraits et des énormes surfacturations et qui ont spolié le trésor public camerounais. Dans la ligne de mire des joutes électorales du 12 octobre prochain, il y a cette manne financière qui excite les 12 candidats en lice. L'information est à lire en page 6. Au bas d'une de ce journal, Bernard Ouona parle de la délégation régionale MINSEC Centre. La nouvelle déléguée, Madame Ouona Mireille, désormais aux commandes. Et voici la nouvelle expression. Ici, on parle d'insultes et manipulations. L'opposition la plus bête d'Afrique. Le journal Jeune Afrique a dit que le Cameroun, entre guillemets, l'opposition à l'opposition la plus bête d'Afrique. Docteur Aristide Monod relève 4 curiosités dans l'analyse de Mathieu Olivier et François Soudan pour conclure à une tentative de manipulation de l'opinion publique nationale et internationale au profit du régime de Yaoundé. L'information est à lire en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Nous poursuivons avec le Messager. On parle ici de Yaoundé-Croix. Afanoyo suffoque. Point de suspension. L'absence de base vie de la société Simancam met en danger la santé des habitants de ce quartier. Prise en gris par les nuisances causées par le stationnement anarchique des camions et la pollution de l'environnement. L'information est à retrouver détaillée en page 6 de ce journal paru en kiosque ce matin. Je clôture la revue de presse avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti s'intéresse à la présidente de la BAD. Sidi Oulta prend fonction ce jour. Élu le 29 mai 2025 au poste de président de la Banque africaine de développement, il prête serment aujourd'hui en Côte d'Ivoire en présence des personnalités du monde politique, économique et financier. Les grands actes de son mandat sont à découvrir en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations parues justement en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente semaine à Claudia. Bonne semaine à vous également par Faïssi et surtout bonne suite d'émission. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or ma petite, reste très très prudente. Alors, nous allons également être de tout cœur avec des dynamiques camerounaises et camerounais vivant à l'extérieur. Ils sont et elles sont pour l'instant au pays. On dira déjà bonjour à Madame Ongba Joséphine Sidoni, épouse le maire. Elle vit du côté de la France, plus précisément à Lille. C'est donc une fidèle téléspectatrice. Si tu t'appelles donc Madame Ongba Joséphine Sidoni, épouse le maire, sentez-vous saluer ce matin à partir de la France. Disons aussi bonjour à ces autres Camerounaises et Camerounais, fidèles également de ces programmes, qui vivent du côté de la Belgique, plus précisément du côté de Bruxelles. Madame Owona Sandrine, on lui dit bonjour ce matin. Madame Na Marguerite également, recevez notre bonjour, sans oublier ce garçon sympathique, lui c'est Ryan, qui vit également de ce côté et qui est pour l'instant au pays. Lorsque nous avons dit cela, nous serons également de tout cœur avec un autre Camerounais, lui c'est docteur Guillaume Bivina, du côté de la Suisse, fidèle des fidèles des émissions Espace Miné, mais également Libre Expression. Si vous êtes docteur et que vous appelez Guillaume Bivina à partir de la Suisse,
Espace Miné vous dit bonjour. À tout de suite pour la suite. Nous allons passer la parole à Alain Douk ce matin pour la dénonciation de ce jour. Bonjour à tous, notamment à ceux qui nous rejoignent sur le moment dans ce programme le plus suivi en Afrique subsaharienne dans la plage 10-12. La dénonciation que je veux en réalité porter ce matin, on peut dire que j'ai communiqué comme par télépathie avec Rodrigue Adalbert Evina. Parce qu'en réalité, ce qu'il a dans son propos liminaire, présentant un tout petit peu cette petite dénonciation, c'était celle que j'avais préparée. Pour ne donc pas faire dans la redite, j'ai donc le choix. Est-ce que j'enfonce la porte qu'il a ouverte ou alors je porte une autre dénonciation? Là, je laisse le choix au modérateur. Une autre dénonciation. Une autre dénonciation. Bien, il y a des Camerounais qui se plaignent en réalité. Ils disent que notre patriarche national et chef d'État est le président de l'ensemble de la nation. Et que son magistère est donc un magistère national. Quand la présidence de la République, désormais, on a transformé la présidence de la République en QG de campagne du parti de Bernard. Ça tombe bien comme Bernard est sur le plateau. Bernard va nous dire si juge que ça devrait se faire ou ça ne devrait pas se faire. En réalité, c'est ce que j'ai voulu soumettre en réalité, ce matin à notre examen. Est-ce que la présidence de la République devrait être le QG de campagne du RDPC ou alors ce qui se fait n'est pas correct? Merci Alain Douk. On passe donc la parole à Bernard Ronan, comme c'est lui que vous interpellez d'abord. Alors, Bernard, le palais de l'unité est-il devenu un QG de campagne? Le palais de l'unité porte bien son nom, c'est le palais de l'unité. Parce que là-bas, il faut unir les uns et les autres, il faut unir les Camerounais. Et je voudrais vous faire comprendre que le président de la République organise ses rencontres, ses audiences, ses consultations à travers son plus proche collaborateur qu'est le secrétaire général de la présidence de la République. Donc, ce n'est pas un QG de campagne électorale, déjà que nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Le RDPC, lui, particulièrement, est en campagne tous les jours. Un grand parti politique est en campagne au lendemain d'une élection. Donc le RDPC est en campagne tous les jours que Dieu a créé. Et donc pour le cas d'espèce par rapport à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, le président de la République, qui est le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a demandé à son collaborateur, le secrétaire général de la présidence de la République, de consulter, de recevoir de la part de toutes les communautés, de tous les Camerounais, toutes tendances confondues, même politiques, tous ces gens-là pour avoir leurs avis, leurs desiderata, leurs impressions par rapport à leurs attentes vis-à-vis de cette élection à venir. Donc, Monsieur Landouk, votre dénonciation, elle est bien, mais en fait, il est question ici également d'éclairer souvent l'opinion publique. Le président sera président jusqu'à la fin de son mandat. Et là où le président dort, c'est là où il y a la présidence. Même quand il va en Vomoka. Donc quand le président est en Vomoka, il est président en Vomoka. Quand le président est au palais de l'unité, il est président au palais de l'unité. Et donc le président ne va pas sortir du palais pour recevoir des Camerounais parce qu'on a peur de dire que le palais n'est pas pour le RDPC. Non, les gens que le président reçoit ou fait recevoir à travers son secrétaire général de la présidence de la République ne sont pas forcément des militants du RDPC. Je crois que vous voyez qu'il y a plusieurs tendances politiques qui vont au palais, il y a plusieurs communautés qui vont au palais, même si
Moi, en tant que natif de Yaoundé, j'attends encore qu'on nous invite aussi, nous les natifs de Yaoundé, pour aller rencontrer. Vous n'avez pas eu l'invitation? Pour l'instant, on n'a pas encore été invités. C'est pas encore la invités. fin des consultations. Parce que là, j'en profite, merci à l'un de Il faudrait également qu'on invite les natifs de Yaoundé. Non, non, ben c'est nous qui gardons le pays. Qui ne va pas entrer? On va s'organiser avec Bargamboa et Tundongwa, on va voir comment on va, et moi-même avec dans la délégation. Ah bon? Oui, les Yoki Onana, les Abouna et consorts, qu'on sache qui doit aller. Nous, du Mfundi, nous devons également aller au palais. Vous demandez aussi une invitation. C'est nous qui avons donné le terrain. Là où on construit le palais, les étudiants ont donné le terrain, beaucoup d'hectares. Donc il faut que quand on reçoit les gens viennent de Tokombere, on les reçoit. Les gens viennent de Guiriguiz, on les reçoit. Les gens viennent du sud, je sais pas, là-bas, en Kolandium. Il faut qu'on reçoive les fils du Mfundi. Et moi-même, je ferai partie de cette délégation. Donc, M. Alain Douk, le président de la République, reçoit les Camerounais au palais de l'Unité. Tous les Camerounais, indépendamment de leurs obédiences politiques, religieuses et autres, parce que au palais, c'est le palais de l'Unité. Au palais, c'est donc le palais de l'Unité, selon Bernard Oona, Guy Albert Bomba. Le débat a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup qui ont estimé que l'on a transformé le palais des Camerounais en un vaste espace de meeting au profit du RDPC. Bernard rétorque non. C'est vrai que beaucoup également ont dit non. Entre-temps, quand même, est-ce qu'on a reçu que les RDPC du côté du palais de l'Unité par le ministre d'État SGEPR? Je vais d'abord dire à Landou que je pense qu'il y a l'article 2. Quand tu dois bénéficier de ce que tu as au moment instant là où tu te trouves. Donc, dit que le palais est devenu, qu'on reçoit... ça s'est transformé qu'on ne reçoit que les gens du RDPC, c'est faux quasiment ici. On reçoit, c'est le palais de tous les Camerounais. Et je pense que ce sont tous les Camerounais qui y vont. Que tu sois du MDR, de l'UNDP, je crois que ces consultations... Tu as oublié le Manidem. Le Manidem, voilà. Que ce soit, que vous soyez du Manidem ou du MRC, je pense que... Moi, j'ai parlé du Manidem. Oui, j'ai ajouté le C'est la même chose? Non, ici, j'ai ajouté le MRC. Okay, oui, donc pour clore l'affaire. Donc, c'est le palais de l'unité. On n'est pas des Tchadiens. Je pense que ceux du Manidem, ce ne sont pas des Tchadiens. Ou encore ceux du MRC, ce ne sont pas des Gabonais, ce sont des Camerounais. Alors, si le chef de l'État a demandé les consultations, nous du RDPC, parce que moi je suis président de sous-section chez moi, nous du RDPC, nous sommes des combattants. Alors le président a demandé qu'on reçoive tout le monde, qu'on consulte tout le monde, pas forcément le RDPC. Moi, parce que c'est un peu comme si on voulait mettre le RDPC à la vindicte populaire. Non, le chef d'État a demandé à ce qu'on consulte tout le monde, tous les Camerounais. Parce que je pense ici, là, peut-être s'il fallait encore consulter d'autres, je crois que c'est la diaspora qui manque. Il faudrait que les gens, le SGPR s'attelle à convoquer aussi la base. La base ici. Oui, la base, c'est ça les Camerounais, c'est les Français. Ils vont venir. Et parce que faire les manifestations. Attends. Et si la base vient casser le palais de l'Unité? Non, on les attend ici. Il ne faut pas qu'ils partent casser les pays des gens. C'est ici, ils doivent venir. Et ici. si la base se dit que c'est un piège? Non, on ne les piège si pas. vous venez, vous ne repartez plus. Effectivement. Il faut qu'ils arrivent. Comme ça, ils viennent consulter. Ils viennent dire au chef d'État que vraiment. Ceci dérange. Oui, ceci dérange. Ou alors sort du palais là, nous on va entrer. C'est simple. Parce que tu ne veux pas t'exprimer loin. On dit pour mieux avaler son adversaire, il faut que il soit à côté de toi. Que la base aussi, qu'on consulte aussi la base, qu'on consulte aussi les gens de l'étranger, qu'ils viennent faire qu'ils viennent au palais de l'unité. Parce que c'est le palais de l'unité, c'est le palais de tous les Camerounais. Moi-même, je peux aussi avoir une doléance. Hein. Exactement. C'est-à-dire qu'on invite aussi les modérateurs d'émissions. Je suis parfait. Je vais dans le sens. Non. Bernard Oona, quand tu disais qu'on invite des fils du Mfundi, je ne vais pas déranger. Maintenant, moi, je suis en train de demander aussi au SGPR d'inviter les modérateurs. Voilà. Les modérateurs. Naturellement, j'en ferai partie. Comme Bernard a demandé. Et il y a des choses à aller dire au palais. Attends d'abord, Guy Albert.
Bernard me dit à voix basse ici, comme pour se moquer de nous, que vous irez dire quoi là-bas. Bon, il y a des choses à dire. Oui. Les plateaux de télévision sont devenus brouhaha. Les gens sont très énervés, trop de tension. Les gens sont nerveux. Les gens insultent. Les gens montrent leurs costumes. Et c'est le SGPR qui fait les castings. Nous allons lui faire des propositions pour voir comment les plateaux de télé redeviennent calmes. Voilà. Et donc, je suis sérieux. On invite aussi. Non, je n'ai pas parlé du CNC. Nous, on va être invités au palais. Et que le SGPR nous reçoive aussi. Je vous soupçonne d'attendre beaucoup plus la fin de l'audience. Parce que la fin de l'audience, ces audiences-là, à la fin, sont formidables. Hein? C'est même pour ça que moi, j'insiste avec la délégation. Bernard a demandé ici qu'on invite les Lomfundi. Tout à fait. C'est Lomfundi qui a donné le terrain. C'est qui est vrai. Moi, je sais qui est vrai. Moi aussi, je tiens à demander que nous, d'Union Réseau aussi, nous aussi, on demande à être invités. Nous-mêmes, parfait. Moi, j'ai écrit au chef de l'État récemment. Permettez-moi de le dire ici en direct. Nous avons écrit au chef, nous, les présidents de sous-section d'Union Réseau, nous avons écrit au chef de l'État. Nous lui avons envoyé les CV de nos enfants qui ne travaillent pas. Okay. Et nous avons demandé à ce qu'ils nous reçoivent. Est-ce que c'est le président qui recrute? Non, c'est le chef de l'État. Est-ce qu'il est l'État pour d'autres personnes et pour les autres, il n'est pas? À cette allure-là, ces consultations vont mettre 100 ans. Hein? Non, il faudrait qu'il nous Parce que chacun devra être reçu. Oui, chacun devrait être reçu. C'est le chef d'État d'une seule frange de permis. Merci, merci Guy Albert Obomba. Nous pouvons en parler en riant, mais c'est sérieux. Le SGPR, ministre d'État, aux fortes instructions et hautes instructions du président de la République, a engagé un certain nombre de consultations. C'est de cette manière-là que, Rodrigue, on a vu par exemple des chefs traditionnels être reçus, on a vu des ministres des 10 régions être reçus, on a vu les patriarches être reçus, notamment les Mbombok, les évêques être reçus, on a vu pas mal de personnes, une certaine jeunesse a d'ailleurs également été reçue. Alors, est-ce que le SGPR devrait s'arrêter en si bon chemin? Est-ce qu'il ne devrait pas continuer à recevoir certaines catégories de personnes au niveau de la société qui ont certainement des doléances? C'est une pertinente question compte tenu du contexte social actuel de notre pays. Donc, pour vous répondre, je pense qu'il devrait continuer à poursuivre ces consultations dans ce sens. Mais permettez-moi de revenir quand même sur la préoccupation d'Alain Douk. Parce que, disons déjà clairement que le RDPC est une association privée. Comme tous les autres partis politiques. Association de droit privé. De droit privé. Merci. Mais maintenant, comme tous les autres partis politiques qui ont des sièges, le RDPC a un siège. Mais maintenant, comme Bernard Owouna, c'est un excellent journaliste, doublé d'une casquette politique, lorsqu'il vous répond, il prend bien le soin de présenter M. Paul Biya uniquement sous la casquette de président de la République. Il ne parle pas assez de M. Paul Biya sous la casquette de président national du RDPC. C'est vrai. Ça, c'est la première observation. Bon, la deuxième observation, c'est que les consultations se passent à quel moment? Pour répondre à la question, on va encore revenir sur le contexte, on va encore revenir sur l'opportunité, qui montre très bien que nous sommes là dans un contexte de processus électoral. Mais maintenant, comment se passent ces consultations? Si vous avez écouté Parfait ici, les déclarations de fin d'audience avec M. le secrétaire général de la présidence de la République, sur 10 déclarations, par exemple, il y a au moins 8 déclarations dans lesquelles on promet au candidat Paul Biya un vote massif à l'élection présidentielle. Bon, ça fait que lorsqu'on observe tout ça, là je vous donne mon opinion, quand j'ai présenté ces faits, c'est qu'il y a en ce moment un usage
abusif du palais de l'unité pour des fins politiques et en faveur du RDPC. Bon, rappelons quand même qu'il s'agit du palais de l'unité, c'est pas quand même une chefferie traditionnelle. C'est encore vrai qu'il y a en ce moment un débat au sein du RDPC même où des gens conçoivent mal que ce soit monsieur le secrétaire général de la présidence de la République qui mène ces consultations en lieu et place de Jean Cueté qui Est-ce que c'est justement pas la preuve de ce que ce n'est donc plus uniquement une affaire du RDPC. Voilà pourquoi c'est le ministre d'État SGPR qui conduit ces consultations. Bon, disons même que ce n'est plus uniquement une affaire du RDPC, mais c'est de manière subtile. Voilà des opérations qui favorisent très largement le RDPC parce que, ne nous leurrons pas, le 12 octobre, il va falloir choisir un président de la République. Alors, je vous pose une question qui me vient comme ça en esprit. Si demain vous êtes président de la République et vous êtes aussi président d'un parti politique, vous allez, de temps en temps, à vos heures perdues, vous allez favoriser quel parti politique? Favoriser un parti politique. Si moi je deviens président de la République, lorsque je voudrais mener des consultations politiques, je ferai vraiment la différence entre la République et des associations et la vie des associations privées. J'ai eu l'impression que le RDPC... pas ma question. Hein. Non, je comprends bien votre question. Vous allez favoriser quel parti politique si vous êtes président de la République et que vous êtes membre d'un parti politique? Mais il est de bonne guerre que mon parti politique soit privilégié. Mais maintenant, quand je vais le privilégier dans les canaux les plus consensuels. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un siège. Vous avez un siège là au lac. Qui est même en sécurité. Parce que le CED est là, vous êtes bien entouré. Pourquoi vous confisquez le palais? C'est ça, c'est la préoccupation légitime. Je voulais dire à mon père, avant de passer la parole à l'un oui, je voulais dire à Rodrigue que le président, le messager du président, l'homme qui reçoit les gens au palais de l'unité, je ne sais pas s'il est plus important dans le RDPC que moi. Parce que moi j'ai occupé des fonctions au sein du parti. L'homme là n'est qu'un militant de base du parti. Parce que il reçoit au nom du président en tant que collaborateur du président. Le jour que vous allez voir Jean Cueté recevoir les gens au palais, collaborateur du président de la République ou du RDPC. Président de la République, nous sommes à la présidence. Vous êtes à la présidence. Mais vous faites des consultations politiques, on vous promet le soutien politique, on vous promet les votes au palais de l'unité, pourtant vous avez un siège. Suis-moi bien, Rodrigue, les gens qui parlent souvent après les audiences là, je vous ai dit que la fin des audiences est très tout ça peut se passer au lac. Est sucré. Donc quand les gens prennent les engagements là pour dire que vous pouvez transporter les valises d'argent, vous les conduisez au lac, au niveau de votre siège. Vous gérez ces consultations là-bas et vous dites parfaitement au revoir à vos amis qui seraient venus vous promettre des votes massifs à 100%. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, il y a deux tendances. Hein. Il y a un petit débat. C'est vrai que dans le cadre de mes émissions, surtout Espace Miné, on a eu à faire ce débat. Monsieur le ministre d'État, SGPR, Ngongo, il reçoit les gens au palais en tant que qui? En tant que membre du RDPC ou alors en tant que collaborateur du chef de l'État, donc au nom de la République. Beaucoup pensent que c'est une affaire politique, beaucoup pensent que non, c'est fortement institutionnel. Il est l'envoyé du président de la République. Bien, moi je vais faire une analyse qui repose en réalité sur la sémiotique situationnelle. Vous voyez, en réalité ce que nous vivons, c'est les conséquences d'une certaine patrimonialisation du pouvoir. Au bout de 43 ans quand même, les amis, on finit par se dire, est-ce que finalement cette chose-ci n'est pas ma chose? C'est ma chose. Vous imaginez 43 ans. Finalement, le mur de séparation entre ce qui relève du magistère de président et du magistère de président du parti, il finit par ne plus être très clair au bout de 43 ans. Cette affaire, c'est mon affaire. J'en dispose comme je veux. Et c'est ce qu'on voit. Et à ce niveau, est-il à blâmer? C'est un petit dérapage qui relève de la psychologie peut-être. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il a blâmé? N'est-il pas blâmé? Tu l'as dit tout à l'heure là quand tu as fait ta relance
sur Rodrigue. Tu as dit, si toi, tu étais président de la République, tu avantagerais quel parti? Justement, il y a les dérives de la réelle politique et la politique, comment elle devrait être faite. Les types politiques. Or, la plupart du temps, la bascule se fait toujours du côté de la réelle politique. Comment on instrumentalise les situations pour en tirer parti. Oui. Parce que c'est en ce sens que Rodrigue a raison. Vous avez un siège de parti, là, à Yaoundé. C'est-à-dire que même le secrétaire général, le ministre secrétaire général de la présidence de la République pourrait être délégué. Le ministre d'État. Oui, le ministre d'État pourrait être délégué par le président pour aller gérer ses affaires. Est-ce que le Manidem a demandé l'audience sur les appareils? Une précision. L'enjeu n'est pas au niveau de qui on a reçu dans le cadre de ces considérables. Une précision à le SGPN n'est pas du RDPC. L'enjeu, c'est est-ce que c'est là-bas que ça devrait se faire? Le SGPN n'est pas du RDPC. Comment ça? Non, il n'est pas du RDPC. Comment ça, il n'est pas du RDPC? Non, il est militant à la base. C'est pas ça le débat. Il est militant à la base. Non, ce n'est pas ça le débat. Le débat, ce n'est pas... Alandou, ils sont très bien formés pour le faire. Hein? Non, ils savent ce qu'ils font. Non, moi-même, je sais ce qu'ils font, je sais ce que je dois faire. Ils sont très bien formés pour distraire. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est, quel que soit l'émissaire, est-ce que c'est là-bas que ça devrait être fait? C'est-à-dire, dans la... Un exemple, Alain. Ce n'est pas là-bas parce que vous avez votre siège. Je vais t'aider. Alain, je vais t'aider. Je vais t'aider. Tu vas comprendre pourquoi je vais t'aider. Tu vas voler mon temps de Le SGPR a reçu le secrétaire général du comité central au palais. Tout à fait. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, mais c'est toujours une dérive. Non, mais comment une dérive? Non. Si le demande au SGPR de recevoir le secrétaire général, vous avez un siège. Allez arriver les affaires de votre parti. Au niveau de votre siège. Rodrigue l'a relevé. Rodrigue l'a relevé. Au terme du plus clair de toutes ces audiences, quel est le propos qu'on a bien voulu que l'opinion retienne? C'était garantir au président candidat sortant un suffrage. Les évêques aussi ont dit ça. Bon, c'est pour ça que le Rodrigue a dit 8 cas sur 10 environ. Ça ne pouvait pas sur le plan éthique se faire. Parfait, mais ça pour m'envoyer vite. Il sait que sur le plan éthique, il ne peut pas se faire. C'est pour ça qu'on dit 8 cas sur 10. Oui, merci. Hein. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant cette dénonciation. Vous êtes toujours en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télé.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes lundi politique. Nous parlons justement de politique ce matin, à quelques semaines de l'élection présidentielle au Cameroun. Nous avons l'impression que l'atmosphère politique est un tout petit peu tendue. Comment comprendre ce phénomène au Cameroun? Et ce matin, nous nous poserons également une autre préoccupation essentielle. Pouvons-nous faire de la politique sans violence? Je commence par Rodrigue Adalbert Evina. Politique et violence vont-elles de pair? Parfait. Ici, c'est une question assez intéressante pour la jeune démocratie que nous sommes. Je ne vais pas faire le tour du monde. Voilà, en termes d'illustration ou d'exemple pour répondre à cette question, je m'arrête sur le cas du Cameroun. Donc, moi, je pense que le Cameroun est un terrain politique violent. Et c'est une violence qui me semble permanente. Pourquoi je le dis? Si des cas d'affrontement physique ne sont pas réguliers, ne sont pas perceptibles, mais les cas de violence institutionnelle sont des cas réguliers. Qu'est-ce qu'on mettait dans violence institutionnelle? Non, quand je parle de violence institutionnelle, vous recevez sur votre plateau très régulièrement ceux de l'opposition qui se plaignent. Voilà de l'interdiction régulière, voilà de leurs manifestations, de leurs activités. Mais depuis un certain temps, Belou Bouba et Issa Tiroma organisent les meetings sans problème, non? Vous dites depuis un certain temps. Moi, je suis en train de faire une analyse, pas contextuelle, mais je suis en train de jeter un regard global sur la vie politique de notre nation et sur comment les choses se passent très régulièrement. Les faits montrent que les manifestations, quand elles viennent de l'opposition, ou alors des partis d'opposition, sont très régulièrement interdites. Et le cas que vous venez de citer, Bello Bouba, je dis, c'est des cas les plus rares que de voir dans ce pays, voilà l'opposition affirmer, n'est-ce pas, ces manifestations de façon vraiment libre, comme ça, là, sans inclusion ou alors sans interdiction. Pour moi, c'est une forme de violence politique. Mais maintenant, il y a aussi, toujours sur le plan institutionnel, ces manœuvres de déstabilisation ciblée contre des partis politiques. On a vu ce que l'UPC est devenu aujourd'hui. Pour moi, c'est une manifestation de la violence politique. J'ai regardé ce qui s'est passé avec le PCRN ces derniers mois. C'était terrible. Hein? Vous verrez le cas, par exemple, du Manidem aussi. Voilà. Donc, on a des partis comme ça qui se sont retrouvés fractionnés. Et vous voyez quand même un ministre de la République, parce qu'il s'occupe de la vie des partis politiques, effectivement, se retrouvait par moment en train de désigner ceux qui doivent gérer les partis politiques. Il a dit que c'est lui qui a l'ADN des partis politiques. Donc, pour moi, c'est une forme de violence. Vous avez observé au Cameroun, à un moment donné, on a parlé aussi de prisonniers politiques, en tout cas à tort ou à raison, le cas de ceux du MRC, il y a le cas de beaucoup d'autres personnalités qui sont en prison aussi. En tout cas, on a parlé de l'opération Épervier. Certains ont estimé que derrière cette opération-là, il y a une espèce d'épuration politique parce que contre certains qui ont été interpellés, on n'a pas trouvé de véritables preuves. Vous allez chuter. Donc, ça fait que l'on puisse, moi personnellement, et puisse arriver à la conclusion selon laquelle la violence, quand vous en parlez, il faut que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas ici uniquement de violence physique, une affaire de coups de poing, une affaire de vandalisme, une affaire de brutalité, que non, mais la violence en politique est perceptible sur le plan institutionnel.
Bernard Oona, lorsque vous observez la scène politique au Cameroun depuis quelques années, et plus précisément depuis quelques mois, avez-vous l'impression que cette scène est de plus en plus violente? Si oui, pourquoi? Je pense que la scène politique camerounaise n'est pas du tout violente. Elle n'est pas violente, je pense que c'est excessif de le dire. Je crois que d'abord, il faut dire que nous n'avons pas une bonne culture de la démocratie, de la pratique politique. Nous apprenons, les autres sont à des siècles déjà en avance sur nous et donc se sont appropriés cette pratique de la politique. Je pense qu'au Cameroun, la violence est beaucoup plus sur les plateaux de télévision et de radiodiffusion sonore où de gros intellectuels viennent présenter un très mauvais visage de ce qu'est la politique. En fait, ceux qui viennent faire de la violence sur des plateaux de télévision n'honorent pas la pratique de la politique, parce que la pratique de la politique en elle-même, elle est quelque chose qui est adossé essentiellement sur les idées. Les politiciens doivent bagarrer sur les idées, sur des programmes, sur l'idéologie des différentes formations politiques, plutôt que d'en découdre avec les armes ou les machettes. Pour le moment au Cameroun, moi je suis observateur du landerneau politique camerounais. Je pense que dire qu'il y a de la violence chez nous en politique serait un peu excessif, mais j'insiste que c'est sur vos plateaux de télévision, lorsque vous avez le professeur Messanga Yandin avec le professeur Bilois qui veulent en découdre jusqu'à présenter leur... En tout cas, même sur les réseaux sociaux. Et évidemment, les réseaux sociaux sont avec. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'il y a de la violence. Honnêtement, c'est là-bas qu'il y a de la violence. Vous voyez, au Cameroun, je suis d'accord avec Rodrigue sur la violence institutionnelle. Elle est subtile, mais elle est dangereuse parce qu'elle défait des formations politiques, le cas de l'UPC, le cas du PCRN qui a échappé belle, parce qu'il faut féliciter Cabral Libi, qui a su déjouer les manœuvres qui ont été ourdies au niveau du ministère de l'administration territoriale pour lui enlever le parti en question, le PCRN, et le remettre à Robert Kona. Vous vous souvenez que Robert Kona a été pris en charge par l'État du Cameroun. Attention à vos déclarations. Hein. Ce n'est pas des déclarations, c'est des faits. Il est pris en charge par l'État du Cameroun en tant que quoi? Il a été en son temps, quand il venait à Yaoundé, habitait l'hôtel Montfebeux, avait une VX, il avait une VX, organisé des conférences de presse dans un grand hôtel de la place loué par... C'est l'État qui organisait ces conférences. Oui, bien sûr, moi-même j'étais là, c'est l'État qui payait tout ça, qui payait les journalistes, qui donnait des millions pour qu'on en finisse avec Cabral Libi. Ça, c'est de la violence institutionnelle. Et c'est ce que nous devons condamner avec la dernière énergie, même si on est du RDPC. Parce qu'il faut laisser les associations qui sont dans des droits privés, les associations de droits privés, leur laisser l'espace de se mouvoir, de se déployer, de travailler comme bon leur semble. Je pense que c'est ça le vrai problème. La violence au Cameroun, la violence politique au Cameroun, honnêtement, n'existe pas. Peut-être sur des plateaux de télévision comme le vôtre et ailleurs, les partis politiques, j'insiste sur la violence institutionnelle parce que même si vous êtes le propriétaire des ADN des partis politiques, parce que c'est à la direction des affaires politiques au MINAT que les partis sont légalisés et sont gérés, il va de soi que, une fois que l'association est légalisée, donc reconnue par l'État du Cameroun, cette association de droit privé doit fonctionner de façon libre et indépendante, sans avoir la pression ou la mainmise de l'État ou de l'administration dans son train-train quotidien. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il est question, je me résume, parfois ici, non, il n'y a pas beaucoup de violence en politique au Cameroun. Nous apprenons encore, c'est dans les débats, par exemple ici et ailleurs, que les échanges parfois dérapent, ou les gens dérapent, mais au-delà, je pense que la pratique politique, les gens sont bien dans leur façon de pratiquer la politique au quotidien sur le terrain. Quand vous êtes du SIF, quand vous êtes du MRC, quand vous êtes du RDPC et autres, nous, on se côtoie. Le jour qu'il y a élection comme le 12 octobre, les gens vont et viennent. Parfois même, après avoir voté, les gens se retrouvent en groupe, vont même ailleurs en cachette prendre un pot et spéculer sur les résultats. Moi, je pense que nous, on a déjà beaucoup avancé par rapport à notre jeune démocratie.
par rapport aux autres. Parce que, très bien. Je voudrais rappeler un seul fait à Bernard Ouna, si vous... rapidement, si vous avant de repasser si la parole à une quelqu'un minute, d'autre. Oui. Bon, je salue son honnêteté intellectuelle quand elle reconnaît qu'il y a une violence politique qui est institutionnelle. Mais elle conduit aussi, par moments, à des violences physiques au Cameroun. Et surtout, à l'intérieur de leur parti. Qu'est-ce qui amène des tensions? C'est lorsque on insulte la légitimité pour consacrer l'imposture. Nous l'avons observé lors des renouvellements des organes de base. Vous avez vu du côté de Banganté et du côté de Bengbis, où la résidence de tout un sous-préfet avait été attaquée. Parce que quand le peuple reconnaît son vrai serviteur, bon, nous, on ne connaît pas comment vous composez vos affaires au comité central, comment se passe le processus d'investiture, et vous amenez au peuple un individu dont il ne veut pas voir la tête. Vous voulez l'imposer avec force, avec brutalité. Et le peuple dit non. C'est pour ça qu'on a vu des urnes. Il y a eu des vraies violences physiques à Banganté, je crois que vous l'avez vu. Et même du côté de Bangbi, je ne sais pas si on a interpellé même quelques militants. Tout à fait. Ça, c'était à l'intérieur du parti. Bon, au-delà des cas d'emprisonnement, voilà, de quelques militants, c'est là du reste des partis. Pour dire que au Cameroun, politique et violence vont-elles de pair? En fait, pour le cas du Cameroun, ce n'est pas tellement violent, mais il y a quand même des cas de violence que nous observons, et ceci de façon permanente. Quand ce n'est pas sur le plan institutionnel, c'est parfois sur le plan physique. Alain, donc, pour l'instant, au-delà à part ces exemples que Rodrigue prend, sur ce plateau, nous avons assisté à des violences physiques dans certaines localités. C'était lors du processus de renouvellement des organes de base au sein du RDPC. Mais disons quand même également qu'on observe aussi une violence verbale. Lorsque vous allez au niveau des réseaux sociaux, les gens sont extrêmement violents là-bas. Lorsque vous regardez certains débats télévisés ou bien en radio, vous trouvez également des panélistes extrêmement violents. Vous voyez d'autres qui menacent et qui prédisent même l'apocalypse. Justement, lorsqu'on parle de violence, si on s'en tient simplement à certains modèles de violence, on pourrait tenter de dire que le Cameroun est plutôt relativement apaisé en ce qui concerne le sujet de la violence en politique. Mais il n'en est rien. Je vais vous décevoir à ce sujet. Nous sommes foncièrement violents. Ah bon? Il n'y a pas que cette cyber-violence qui, ma foi, tend peut-être ces derniers temps à s'apaiser, mais qui va certainement, avec les enjeux électoralistes, reprendre, certainement. Il n'y a pas que des violences physiques. Interdiction de marche, on fait descendre la police en total déni des dispositions de la loi de 90 sur la façon d'encadrer une manifestation publique, etc., etc. Il n'y a pas que ça. Si vous restez focalisé sur cet enjeu-là, le physique ou la violence verbale, vous allez manquer le coach au sujet de la violence au Cameroun. Il y a une violence sournoise. Elle est institutionnelle, on l'a dit. Elle est institutionnalisée. Lorsque l'on parle de démocratie et que la démocratie n'est que de façade et qu'en réalité on est une dictature sournoise, c'est une forme de violence. Parce que vous savez que l'ADN d'une dictature, c'est la violence. Même si elle n'est pas assumée, dans le fond, c'est la violence. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans une démocratie, d'ailleurs qu'on n'a jamais voulu, vous le savez, dans les années 90, là c'est les accords de Bâle, conduits par Mitterrand, qui ont poussé les nations que nous sommes à vouloir... On avait suivi des gens dans ces pays au début des années 90, dire que la démocratie était sans objet pour le Cameroun. Voilà. Donc du coup, ça nous a quelque peu été imposé. Non, parfait, s'il vous plaît. Oui. Ce n'était pas la démocratie qui était sans objet, c'était le multipartisme. Et le multipartisme, la démocratie, ce n'est pas la même chose. Non, c'était le multipartisme. Non. C'était le multipartisme. Le multipartisme, ça c'est les... Oui, c'est les classiques. Vous voyez comment ces gens-là reprennent parfait comme une chorale. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai expliqué. Est-ce qu'on peut me laisser développer? Vas-y, Alain, vas-y. Je voulais juste apporter la précision. Que le concept de la démocratie, on l'a
tout simplement quelque peu imposé à nos pays. Ceux qui étaient là au pouvoir n'en voulaient pas. Il faut qu'on soit clair. Ils ont donc créé un avatar de système qu'on veut démocratique, mais qui ne tend même pas asymptotiquement vers l'idéal démocratique. Donc il faut d'abord qu'on soit clair là-dessus. En démocratie, il y a la séparation des pouvoirs. Ça, c'est clair. Alors, si vous êtes déjà dans un système politique ou un régime où il y a une concentration du pouvoir à un certain niveau, c'est-à-dire qu'on doit avoir un pouvoir législatif, pouvoir exécutif, législatif, et puis on a un pouvoir judiciaire, on a le quatrième pouvoir qui est le nôtre, etc. Et on se rend compte que l'exécutif, en réalité, contrôle ou est là en sous-main, en arrière-plan, dans tous les autres pouvoirs, occupe l'espace, a tellement d'épaisseur que les autres n'existent pas. Mes amis, ben c'est une forme de violence. Parce que dans un tel contexte, dites-moi, on fait dire le droit comment? On dira toujours le droit dans le sens qui arrange l'exécutif ou l'un des pouvoirs qui détient tous les autres pouvoirs ou les tient en laisse. Et c'est pour ça que vous allez être dans un contexte où les gens se sentent, tous les justiciables ne se sentent pas en confiance. Ils se sentent violentés. Parce que même les décisions de justice, on n'arrive pas à les faire respecter. Parfois, on les foule aux pieds. Ça, c'est caractéristique d'une certaine violence dont on ne parle pas beaucoup. Quand on arrive à cette espèce d'enrégimentement, de musellement ou de camisolement de la parole, on vous dit, monsieur, vous dites qu'on a une démocratie, mais je vous dis que sur tel sujet, vous n'allez pas pouvoir vous prononcer. Ici, on ne parle pas de la santé d'un tel. De la santé? Très bien. D'un tel ou d'un tel autre. Ici, dès qu'on sera à telle période, vous n'êtes plus en droit d'aborder tel type de problématique. Ce rationnement de la parole attaque la liberté d'expression qui est fondamentale à la démocratie. C'est une forme de violence. Elle est beaucoup plus sournoise. Elle peut passer là inaperçue. Parce que, bon, les dents de quelqu'un n'ont pas sauté de la bouche. Vous dites que non, ce n'est rien. Parce qu'il n'y a pas élan insurrectionnel, vous dites qu'il n'y a rien. Pourtant, c'est une forme de violence. Ça ne vous fera pas vous coucher à l'hôpital, mais c'est une violence de la pire espèce. Et il faut qu'on le retienne. Vous êtes là, vous voyez toute la richesse du pays. Qui fait une violence qui démontre. Mais on voit comment il y a cette espèce de Français appelé le concept le ruissellement vers le haut. C'est-à-dire que toute la richesse du pays est pensionnée par une hyper-classe. Vous, là, vers le bas, vous n'avez rien et vous tirez le diable par la queue. C'est une forme de violence, les amis. Merci Alain donc pour cette démonstration. Je m'en réjouis parce que ma table dernière génération est en train de redevenir consciente. D'accord. Nous allons donc commencer à lire les messages. Je commence par le 213. C'est un message de l'Algérie. Bonjour Perfecto, le seul modérateur qui modère du journalisme. Perfecto, j'ai deux simples questions à poser à tout le monde sur le plateau. Est-ce qu'il existe un problème Bamileki au Cameroun? Deuxième question. Hier, vous avez publié une vidéo du président Paul Biya avec l'ambassadeur de la France. Et à la fin de la vidéo, le président Biya a dit ceci à l'ambassadeur. Je suis originaire du Sud. Où est la différence entre Paul Biya qui dit qu'il est du Sud et Kamto qui dit qu'il est Bamileki? Merci de me répondre. J'avoue que moi je ne peux pas te répondre. Moi je peux lui donner un élément de réponse. Allons-y, sur la déclaration du président Biya à la fin de l'audience avec Marchand, l'ambassadeur français. Il disait, faisant allusion au cadeau qu'il offrait, il lui disait que ça sort de sa zone, le palmier est de la zone du sud, zone tropicale. Vous voyez comment les Camerounais sont malhonnêtes. Il prend ça, il va déjà parler, il veut déjà parler de tribalisme, je ne sais pas de quoi il veut parler. Là non, le président n'a pas dit qu'il était du sud. Il disait que le palmier qui représente le cadeau qu'il offre à l'ambassadeur français arrivé en fin de séjour vient de sa région du sud. Est-ce que ça aussi c'est une forme de violence? Non, c'est pas la violence. le téléspectateur de l'Algérie. Non, il n'est pas violent. Il est violent. Il est violent. C'est pas sérieux de déformer. Oui, il déforme, c'est la manipulation. En politique, il passe autant à faire. C'est pas ce que le président dit. Voilà. Merci. Bonjour le plateau. La violence politique existe bel et bien. Pourquoi la route a été barrée à M. Bello Bouba, étant donné que la route est une route publique? C'est Antoine Donkouaban. Et vous savez qu'on a porté la voiture du sous-préfet pour la dégager. Bello est passé. Est-ce que c'est aussi une forme de violence? Oui, c'est la violence. Bien entendu. Enlever la voiture du sous-préfet avec force. Oui, c'est la violence. Le sous-préfet d'Aou qui vient bloquer. Est-ce que c'est aussi une violence? C'est la réaction à une action. Il y a eu une action de violence. Non, là c'est vraiment
c'est carrément Fury et Nganou. Alors, qu'est-ce qu'on va C'est-à-dire dire? Le sous-préfet était ça violent, Bel aussi était violent. Ouais. Tout le monde a été violent, oui. D'accord. Ils sont tous des violents. C'était une scène de violence Alors, réciproque. nous allons repartir. Alors, quelques petits soucis. Hein. J'espère que ça va aller ce matin. Alors, je commence avec Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, parlons de manière un peu plus spécifique hein, des plateaux de télévision. N'avez-vous pas l'impression que certains viennent sur vos plateaux de télévision avec déjà un agenda caché? Bon, parfait. Souvent, nous qui sommes même journalistes, nous sommes parfois des marionnettes qui s'ignorent. Effectivement, il y a des gens qui viennent sur les plateaux avec un agenda caché. Mais lorsque 1 ou 2 jours avant vous adressez votre invitation à quelqu'un, vous êtes quand même présentateur d'une émission qui s'appelle Espace Miné ou Libre Expression, les sujets que vous choisissez sont des sujets d'une importance majeure, des sujets derrière lesquels, en fait, des sujets qui nourrissent des intérêts qui sont très importants. Nous sommes donc dans un contexte de débat particulièrement relevé sur le plan politique, à tel point que des dynamiques politiques, des dynamiques même de puissance et de pouvoir, connaissant l'importance de la communication, l'importance des médias et la sensibilité, voilà qui touche effectivement à ces sorties médiatiques, mettent d'importants moyens effectivement pour se défendre. Ça fait donc pour se défendre comment? Pour se défendre parfois par une certaine catégorie de panélistes. Et ça fait que quand celui-là est donc sur le plateau, mais il joue le jeu des intérêts effectivement qui le motivent à être sur le plateau, et il joue le jeu de son intérêt personnel, parce que certains ne sont pas là aussi gratuitement, parce qu'ils sont soit tellement disponibles ou alors trop passionnés des médias que non. Donc, pour dire que la violence que nous observons sur les plateaux, effectivement, s'explique et se justifie par le fait que les intérêts qui sont défendus, parfois des intérêts voilés, des intérêts inconnus, peut-être par le journaliste et le média, font en sorte que quand le sujet est donc là, si un contradicteur avance, évolue, met en avant des arguments, une analyse qui menace les intérêts de son co-discutant, effectivement, le ton commence à monter. Très bien. Sur Libre Expression, il y a de cela quelques semaines, je crois 1 ou 2 semaines, nous l'avons regretté. Nous avons vu 2 professeurs ici dans une danse, je voudrais dire que dans un ring de boxe d'une violence particulièrement rare, puisque violence voilà des professeurs remettaient ici en avant la valeur de leurs vêtements, de leurs costumes et tout. Et vous leur avez rappelé qu'ils étaient en train de voler trop bas. Mais comment en est-on arrivé à ce niveau-là? Vous comprenez que la question qui était posée concernait le Nord. Que est-ce que le RDPC pourra gagner sans Bello et sans Issa Turoma Bakari? Vous avez donc un professeur Bilois qui veut démontrer que le RDPC pourra le faire. Vous avez aussi Pascal Massangayamdi. Donc aujourd'hui nous connaissons des positions, en fait ce qu'il a subi au sein du parti, et certains pensent que... On a été violent. Hein? Voilà, et certains pensent que c'est un frustré, et lui il appelle au respect vis-à-vis des alliés qui sont partis, et qu'il ne faut pas penser que vraiment ces alliés, leur départ ne signifie rien du tout, non. Il s'agit des alliés qui ont vraiment créé un vide, et le parti peut effectivement perdre. Donc ça fait que un tel sujet peut nourrir effectivement des intérêts importants, et ça fait que la contradiction soit brutale, soit particulièrement violente.
Bonjour le plateau. À mon humble avis, la politique et la violence ne vont pas effectivement de pair au Cameroun, sauf sur certains plateaux de télé, sur les réseaux sociaux et quelques agissements dans nos rues. C'est Jordan depuis le village Essélé, dans le sud-ouest du Cameroun. Un autre message ce matin, bonjour Espace Miné. Revenons sur le mot du président de la République à l'ambassadeur comme sujet de philosophie. Jean-Paul de Yaoundé, vraiment, nous avons mieux à faire. Hein. J'ai souvent dit que vous ne pouvez pas me manipuler. Voilà pourquoi certains sont en train de se désolidariser de moi. Je ne suis pas manipulable. Et je ne vais donc pas lire ton message jusqu'à la fin. Tu vois, je viens de te décevoir. Et maintenant, tu peux aller te plaindre là où tu sais. Des petits manipulateurs, hein? Certains téléspectateurs. Il passe un message là, de manière subtile. Non, je ne vais pas le lire. Je ne vais pas le lire. Et il va dire que parfait ici est partial. Bonjour le plateau. Où est Blériot sur Espace Miné après votre altercation hier à midi à libre expression? Il est absent ce matin. Ce n'est pas une violence ça. C'est Djougui de Penja. J'ai donc été violent là. Qui a été violent? Blériot, toi. Blériot est empêché, vous le retrouverez demain. Un autre message ce matin, bonjour le panel. Je me pose la question de savoir si on peut qualifier la déclaration du chef de l'État en 1982 que, par la force des choses, je suis né dans la province du Sud. De tribaliste? Je n'en sais rien. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit, c'était par la force des choses et la nature. Je me suis retrouvé natif de la région du centre-sud. Ouais. Mais j'appartiens à tous les Camerounais. Et vous voyez que le monsieur qui envoie le message ne finit pas. Non, lui, il ne veut pas dire que j'appartiens à tous les Camerounais. Oui, lui veut passer son message. Lui veut passer le message. Il voulait faire passer un message, non? Vous voyez comment il vient de m'utiliser. Oui. Il vient de m'utiliser. Dieu merci Bernard, on est là pour recadrer. Il ne finit pas ce que le Et ça aussi, c'est une forme de violence. C'est même la vraie violence. C'est la malhonnêteté. De déformer les phrases. Bien le bonjour, le sac de modérateur. Juste pour vous demander où est Blériot. C'est violent, hein? Bonjour, monsieur Parfait, ici et à votre panel. Quand on parle politique, sa sœur jumelle, c'est violence. Depuis 1992, les deux marchent de pair au Cameroun et en 2025, l'enfarinement des politiciens en France et dans le monde le prouve. D'accord. Où est passé le flair de Samuel Eto'o, Blériot? Bonne émission à vous, c'est Ndjengini depuis Paris. Qui a... Perfecto, je mets au défi quiconque. Et là, je suis encore 213, c'est un message de l'Algérie. 50 000 francs de Paris. Le président, oh là là... Mon frère, moi je ne suis plus sur cette affaire. Hein. Bonjour à tous sur le plateau. Magnifique émission, monsieur Parfait, ici. Concernant le thème de ce matin, la violence existe bel et bien dans notre pays. Ce qui s'est passé pendant la période de validité de candidature en est la parfaite illustration. Le système en place est sournoisement violent et a peur de la révolte du peuple. Petite parenthèse, les Bamileke instrumentalisent le tribalisme. Martinez depuis Yaoundé. Martinez, je n'en sais rien. Je vous amène au plus 7 ans. Je vous amène au plus 7. Oh là là, ce message, il a disparu. C'est un message qui nous vient de la Russie. Un message qui nous vient de la Russie. Bonjour à toi, l'Unkuta des modérateurs, le Samuel Étoile d'or de la communication. Nous constatons que les Mbombok, leur sortilège commence déjà à réagir sur M. Niemek. Bon, vraiment, je pense que c'est violent et je ne vais pas lire ce message jusqu'à la fin. On repart du côté du plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Que dit le téléspectateur allemand? Bonjour, perfecto.
Mon admiration pour votre posture de modérateur reste entière. Vous demeurez le numéro 1 au Cameroun, n'en déplaise à certains. Perfecto, vous le savez, tout comme moi, les nombreux téléspectateurs, les panélistes et même l'équipe de l'ombre derrière les caméras attendent cette question qui brûle les lèvres. Je vous prie donc d'apporter un éclairage. Pourquoi Pierre Bleu-Runyemek n'est-il pas présent sur le plateau? Nous méritons, s'il vous plaît, un commentaire de votre part à ce sujet. Personnellement, c'est cette tension sur le plateau camerounais qui ajoute du piment et qui nous fait aimer nos télévisions. J'adore. J'avais déjà répondu. Salut, je vous vois maintenant à la télé, donc votre manière de parler, ça m'a beaucoup plu. Si j'ai parlé mal, vous m'excusez, papa. Je ne sais pas de quoi vous parlez justement. Il ne faut pas confondre la tribalité et le tribalisme. Il fallait la différence, vous devez beaucoup nous aider. Allons au plus 352, c'est un message qui nous vient du Luxembourg. Monsieur, bonjour, monsieur Parfait ici, et un big up à toi pour le débat d'hier. Je voulais juste dire aux consultants que vous êtes... Non, passons, passons. Ce matin, nous parlons de la violence en politique. Bonjour, Perfecto, je suis ton fan. Mais où? Non, passons. Passons, je vous ramène rapidement du côté du plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour Parfait, ici mes civilités au panel. Pour répondre à votre problématique, je vais mobiliser une approche binaire. Tout d'abord, lorsqu'on observe le fonctionnement de nos institutions censées régenter l'écosystème politique, on peut faire le constat macabre que le glaive de la balance se penche toujours en faveur des intérêts des apparatchiks du régime. Regardez ce qui s'est passé le 5 août au Conseil constitutionnel. Je ne veux pas parler de l'intrusion de l'administration territoriale dans les affaires privées des partis et des tripatouillages observés sur le site de cette institution. Le deuxième pan de mon analyse s'intéresse à la violence physique manifeste. J'en veux pour preuve les interpellations arbitraires de simples Camerounais qui voulaient juste assister aux audiences au Conseil constitutionnel et leur embastillement sans jugement impartial préalable. La pire de toutes est la violence sur la liberté d'expression qui n'existe que de nom. Et c'est vrai qu'on observe parfois des dérives du côté des populations, mais là, nous sommes dans ce que l'UPC appelait la violence réactionnelle. Quand on tape quelqu'un, on ne peut pas lui empêcher de se défendre. Toute cette construction émane de la façon dont l'indépendance nous a été octroyée et les personnes censées l'incarner. Bon débat. Prof Chen. Je vous amène au plus 33, c'est un message de la France. Oui, parce que sur Espace Miné, le monde entier est connecté. Bonjour les démineurs, spécialistes des mines. Merci pour le sujet de ce matin. Au Cameroun, c'est le plus fort qui commande et a toujours raison. Dans un tel système, la politique et violence font justement pair, car l'opposition au Cameroun ne saurait faire appel à une justice partiale. Monsieur Douk a parfaitement raison. Le pouvoir exécutif gère tout. C'est Bonaventure depuis Caen qui envoie donc ce message. Je repars au plus 52, au plus 352. C'est le Luxembourg. Bonjour, monsieur Parfait ici et un big up. Je pense qu'on a lu ce message. Merci pour le big up. Bonjour, Parfait. Est-ce que l'absence... Ce n'est pas une violence. Allons au plus 241. C'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour le plateau. En parlant de la violence Parfait, où est passé Blériot? Décidément. Un autre message. Bonjour, Espace Miné. La politique et la violence ne sont pas indissociables. Merleau-Ponty, le philosophe, a affirmé que la violence est le point de départ commun de tous les régimes politiques. La violence entendue ici n'est pas physique, elle aussi psychologique. C'est Dave Landry depuis Ituri qui envoie donc ces messages. Bernard Owona, à l'approche de l'élection présidentielle au Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas, nous martelons que cette élection présidentielle aura bel et bien lieu le 12 octobre prochain. Quelles sont les attitudes que nous devons adopter pour que nous ayons une élection avant, apaisée, pendant, apaisée et après, dans l'apaisement? C'est un travail qui interpelle tout le monde. Vous avez vu que le Conseil national de la communication a invité, réuni les patrons de presse, les patrons d'entreprises de presse la semaine dernière pour leur tenir ce langage qui consiste à accompagner, à sensibiliser
les populations, l'opinion a plus de responsabilité dans le jeu politique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce soit ici sur ce plateau d'Info TV, que ce soit au niveau des associations communautaires, au niveau des partis politiques, au niveau des familles, les uns les autres doivent s'investir, doivent amener les Camerounais à considérer l'élection du 12 octobre comme simplement un jeu politique à travers lequel on aura un élu qui va présider aux destinées de notre pays. Donc, il n'est pas question d'en faire plus, c'est une élection. Avant, pendant et après, nous souhaitons que les gens soient sérieux, que les gens soient responsables, que les gens prônent le calme, la paix. Tous les acteurs politiques doivent s'investir à ce sujet. Et donc, du coup, si les uns les autres s'impliquent comme ça, nous aurons une élection normalement apaisée pendant, avant et après. Parce qu'il faut le dire avec beaucoup d'insistance parfois ici, l'élection présidentielle ne va rien changer dans mon compte bancaire. Ça ne va rien changer dans mes provisions de ma femme. Il est question que les gens sachent qu'après l'élection présidentielle, quelqu'un sera élu. Quelqu'un sera élu et il aura la responsabilité de présider aux destinées de notre pays. Et donc, ce n'est pas à travers cette élection que les gens vont changer leur statut, où les gens vont se découvrir ci ou ça. Il est question que nous allions aux urnes le 12 voter. J'ai ma carte ici avec moi, la carte d'électeur. J'irai donc voter le 12. J'irai voter le président Biya parce que c'est celui qui me semble me garantir un peu de sécurité pour ma femme et mes enfants. Donc, après cette élection, j'attendrai les résultats. Après ces résultats, il prêtera serment, le président qui sera élu, certainement le président Biya, et la vie va continuer. Merci beaucoup. On passe la parole à Alain Ndouk. Alain Ndouk, habituellement, lorsque nous parlons, nous disons toujours que c'est le jeu politique. Pour certains, la politique reste un jeu, et Bernard vient de le relever, certainement à bon escient. Mais pour le cas spécifique du Cameroun, avez-vous l'impression que l'enjeu a tué le jeu? Ah oui, la politique, c'est un jeu, une élection, c'est un jeu, autant dire, mais un jeu avec des enjeux pouvant être funestes, parce que c'est l'avenir de tout un pays qui se joue, c'est des enjeux économiques, c'est des enjeux sur le bien-être, c'est des enjeux sur la liberté. Donc, c'est certes un jeu, mais chacun doit se prendre au sérieux dans le jeu en question et respecter les limites prescrites par la législation dans le cadre du jeu en question, parce que le jeu a des règles. Vous le savez bien, même dans un match de football, il y a un règlement, etc. Il ne faut pas des empiètements. Et il faut beaucoup de clarté, d'honnêteté, de transparence, de respect de la personne humaine. Voilà, on ne doit pas posséder le pouvoir pour oppresser. Donc que chacun respecte ses alter ego, que les gouvernés respectent le droit, respectent les valeurs éthiques et que justement les administrés aussi respectent les limites fixées par l'autorité, etc. Si tout se fait dans la transparence, je pense qu'on aura une belle élection et tout le monde sortira grandi de cette épreuve. Guy Albert Bomba, le 12 octobre, c'est demain. Que faire pour que cette affaire se passe dans les meilleures conditions? Je voudrais parler dans des conditions d'apaisement. Parfait, je vais d'abord donner un proverbe bantou ici en télé. On dit que Waka Motomba, Silganena Motomba Adjoya. Ça va être compliqué à traduire en français. C'est pas difficile. Oui, traduisons donc. Ça va être compliqué. Pour celui qui nous écoute du côté de l'île. Lui qui ne comprend pas. Bon, je lui donne une traduction littérale qui est simple pour tout le monde. Quand vous arrivez chez quelqu'un, chez des gens, en tant qu'étranger, posez-vous la question que c'est comment ici, ça se passe comment ici. Voilà. D'accord. Voilà. Merci pour la traduction, Bernard. Alain Ndouk a dit tout à l'heure qu'il faut respecter les règles. C'est ce qu'on appelle chez nous Motomba. Motomba Adjoya. Alors, ça veut dire que quand la politique est un jeu, et il y a des règles, et il faut pouvoir les respecter. Mon compagnon s'est dit tout à l'heure que vraiment le pouvoir presse les autres partis politiques parce qu'ils n'arrivent pas à faire des meetings et autres. C'est juste peut-être l'UNDP qu'on laisse. C'est quasiment faux. Il faut connaître les règles. Ce sont les règles. C'est un jeu.
Et il faut respecter les règles. Tu ne respectes, c'est comme dans un match de football. Si tu es hors jeu et que tu marques le but, on va dire que tu n'as pas marqué. Est-ce qu'on dira que c'est de la triche? Non. Il faudrait qu'on respecte les règles pour qu'enfin le 12 octobre, que celui qui sera élu soit élu. Mais comme on sait que c'est nous, le RDPC, notre candidat potentiel, le chef d'État, le président de la République, le président national du RDPC qui doit être et qui sera réélu le 12 octobre, nous devons, nous Camerounais, respecter les règles du jeu et des enjeux politiques. Si j'entends bien, vous n'envisagez pas qu'il soit battu? Non, je n'envisage pas. J'envisage l'échec. Il dit C'est que une probabilité. Non, Alain, il dit que il faut éviter de s'auto-proclamer président avant le 12, le 12 octobre. Il y a quelqu'un qui proclame les résultats. Voilà, alors, il faut respecter les règles. Le Conseil constitutionnel, là, pour jouer les arbitres, Oui. Ils ont commencé. Encore faut-il que ce soit un arbitre. Tu penses que c'est vraiment un arbitre neutre, Tu voulais qu'on mette qui alors? impartial? Tu voulais qu'on mette qui? Je te pose la question. Non, on devait donc mettre qui? On a pas moi crié. qui fais le choix. Vous avez posé la question à Alain Douk, à Guy Albert, Ah, et Guy te repose la même question. Vous aurez pas fait comme Malheureusement, c'est pas moi qui choisis. Mais on a créé dans le Conseil constitutionnel pour ça. On doit pour avancer. être À arbitre. l'époque, il y avait Onel. On a Voilà. dit Onel avait un souci. Onel avait un souci. On a mis Elekam. Elekam, on a dit que Elekam, vraiment, c'est du n'importe quoi. Maintenant, on a mis le Conseil constitutionnel pour pouvoir être l'arbitre de tout ça. Oui, Hein? sauf Et que les entités en question peuvent participer de cette espèce de violence. ça dit dont que nous vous parlions. avez toujours à dire. Et il y a Comment ça, on a toujours toujours à à dire. Face à des gens comme vous là, il faut toujours avoir à dire. Non, Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on va refaire le Cameroun? Vous ne voyez pas, Est-ce qu'on va refaire le vous ne pays? voyez pas à quel On ne point refait vous-même pas vous avez Non, on ne peut pas refaire le pays. On est pas d'abord ce qui est là. Justement, moi je pense qu'il faut réinitialiser En tout ce cas, pays. j'attends Comment la réaliser? Comment? Est-ce que c'est un téléphone qu'on va C'est ce appuyer? pays qui On dit disait qu'on que c'est le réinitialise, pays on où réinitialise on le fait ce qui ne cerveau. marche pas à chaque fois. Non, mais Non, attends, ça ne marche Alain. pas, il faut changer. Attends, Alain. Est-ce que au Cameroun, c'est le téléphone qu'on dit que non, j'ai recommencé l'application comme on a fait avec le... Dans l'ingénierie, ça arrête à l'ingénierie informatique. Non, regarde, on Il y a a une ingénierie créé... sociale, Le- il y a une le ingénierie chef- juridique, il y a une ingénierie politique, Le il y a une chef de ingénierie l'État, économique. le On peut faire une ingénierie le président de la et République tout a réinitialiser, créé les repenser le institutions, Cameroun, repenser l'Assemblée le Cameroun. nationale, Donc, le Sénat et tu vas maintenant pas le prendre de mauvais Conseil exemples. constitutionnel, qui est l'arbitre, le Vous allez régulateur chuter. de tout ça. Alors aujourd'hui, il est question de Le respecter régulateur les doit être règles impartial. et les Il doit enjeux il doit être politiques impartial, de je ce veux dire, 12 il doit octobre prendre de pour la qu'enfin, Monsieur Alando, le 12 permettez à Guy Albert de octobre chuter. prochain, pour qu'enfin le 12 octobre prochain, que nous réalisons notre président de la République, qui sera le chef d'État, le président national du RDPC. Débat clos. En fait, Il donne moi, son pronostic. je crois que Alain Douk, Rodrigue, les gens du RDPC sont compliqués. voilà, oui, c'est pour ça que je dis que Alain Douk déborde tellement d'énergie qu'il se bat pour rien. Il n'a pas en face de lui des journalistes. C'est des militants engagés qui ne s'amusent pas et puis qui sont là sur le plateau. Ils sont là, ils parlent pour le parti et ils parlent pour leur président. Donc vraiment, là où ils sont là, ils sont doublés, quadruplés. Vous allez parler jusqu'à minuit. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que le message de Bernard Ouna et de M. Boumba sur le respect des règles du jeu, j'espère que ce message-là concerne toutes les parties prenantes. Parce que lorsque vous voyez comment se déroulent les élections, par exemple dans l'arrière-pays, moi je suis d'Union Infumo, sur l'arrondissement de Niakokombo. Vous savez qu'il y a des bastions qu'on a qualifiés de bastions imprenables de ces gens. C'est-à-dire des endroits où Dis-nous comment ça se passe. où on digère mal qu'un parti autre que le RDPC puisse s'exprimer. Ça aussi, c'est de la violence. J'ai dit que c'est une retentissante violence. Ça se passe comment? J'ai dit que j'ai connu des scrutins où, si on se retrouve dans l'urne avec un bulletin autre que le RDPC, non, on va enquêter pour savoir qui l'a fait. C'est-à-dire que vous assistez à une scène
C'est une trahison. J'ai dit que qui n'a rien du tout à voir avec la démocratie. Non, s'il vous plaît. Combat, vous n'avez rien à dire. Je suis en train de vous faire une révélation. Monsieur, permettez à je votre suis en discuter. train de vous inviter à parler, à vous adresser à toutes les parties prenantes. J'ai dit qu'il n'est même pas bon qu'on parle de passion imprenable. Imprenable sur la base de quoi? Est-ce sur la base des résultats que vous produisez durant votre magistère, ou alors imprenable parce que, en fait, vous estimez que certaines parties du territoire camerounais, politiquement, vous appartiennent et que personne d'autre ne devrait arriver là-bas. On a vu des zones où des partis d'opposition ont été violentés parce que les gars ont osé se pointer là-bas pour faire campagne. Est-ce que c'est tout ça fait que vous partie, n'avez pas les gens là-bas? Non, tout ça fait partie de la violence. Et quand vous dites que la politique est un jeu, elle cesse d'être un jeu, effectivement, lorsque les intérêts sont menacés. Alain nous parlait de transparence tout à l'heure. Le 12 octobre, laissez Internet tranquille. Permettez que, vraiment... vous soupçonnez qu'Internet aura un problème. En fait, tout. ça fait partie des éléments. Mais ça aussi, c'est la violence. Oui, il faut que... On est transparent au non, RPC. non, vous êtes transparent. On est véritablement transparent. Là où il y a des bagarres pendant les renouvellements des organisations, ce n'est pas nous des organes de base, c'est la transparence qui garantit représenté dans l'arrière. Merci. Non, Repartons à la messagerie. Non, avant de rentrer dans la messagerie, oui, je vais chuter. Vous voyez Chutons. que ces gens qui sont très bien formés pour distraire m'empêchent de m'exprimer. Donc, je voudrais chuter en disant que je suis d'accord avec Bernard Ouna. Après l'élection présidentielle du 12 octobre, le Cameroun va continuer. Donc, il n'est pas question que ça prenne ce que ça va rester prendre et que ceux qui vont rester restent à arranger le pays. Non. Quelqu'un avait dit ça. Quelqu'un l'avait dit. Que seuls les survivants resteront arrangés. Resteront arrangés le Là, c'est pays. vu, il y aura beaucoup de morts. Non, nous n'avons pas besoin d'arriver là. Restons d'abord tous en vie. Oui. Et que le Cameroun puisse continuer le 12 octobre. Mais disons à toutes les parties prenantes, disons à toutes les parties prenantes que nous avons besoin de paix. Si vous êtes sous-préfet, souvenez-vous de ce qu'est votre rôle. Jouez uniquement votre rôle. C'est-à-dire n'exprimez pas votre affection pour qui on sait, pour empêcher à d'autres Camerounais de pouvoir exprimer librement leur droit de vote. S'il veut être préfet, quand il est sous-préfet. Il se met donc à travailler pour vous. Alors, repartons du côté de la celui qui messagerie, dit la s'il viande. vous plaît. Bonjour, parfait. Bonjour à votre panel. Le monsieur en cravate jaune nous rappelle Atebe Yene. Non, c'est lui. Ah, la cravate jaune. ça c'est Rodrigue. Oui, c'est Rodrigue. C'est pas des bons rappels. Hein. Bon, mais ATB n'est pas un mauvais exemple. Je n'ai pas dit que c'est un mauvais exemple. Voilà, donc, le problème c'est que C'est sa fin. La fin était comment? bon, la fin n'aura pas été pire que celle du confrère Martinez. De toutes les façons, vous voyez que... Je ne te souhaite la fin de ni l'un ni l'autre. Hein. Bon, en fait, je ne pense pas à l'homme au niveau de sa fin, mais je pense à l'homme sur son intelligence, son éloquence et autres. Voilà. Parfait. Voilà, La ok. politique et la violence sont étroitement liées au Cameroun, où la situation politique est marquée par une complexité profonde, englobant des tensions ethniques, un conflit armé dans les régions anglophones et des violences xénophobes. Ces violences s'inscrivent dans un contexte politique tendu, notamment avec l'approche des élections présidentielles, et sont alimentées par des divisions constitutionnelles qui exacerbent les tensions entre groupes ethniques et partisans politiques opposés. La violence politique au Cameroun s'exprime sous plusieurs formes, physiques, psychologiques et politiques, créant un cycle d'intimidation et de répression qui fragilise la démocratie et entrave le dialogue politique. C'est Tony de Monaco, créateur d'avenir, qui envoie ce message. Allons au 241, c'est le pays que dirige Oligui Nguema, le Gabon. Monsieur Parfait ici, bonjour. À vous sur le plateau pour qu'il... je ne sais pas ce qu'il dit, hein, pour qu'il a peut-être vous voulez dire pour qu'il y ait transparence pour ces élections, il faudrait que vous, les journalistes, puissiez couvrir les élections, comme ici au Gabon, 2 journalistes dans les districts, 3 journalistes dans les arrondissements, 4 journalistes pour les provinces. Chaque tendance devrait être donnée par vous en direct.
Au niveau du Cameroun, la loi l'interdit. Hein. On ne donne pas d'abord ce que vous avez appelé là. On attend que Clément Atangana parle. Tout à fait. Et il faut lui dire que ça a un Ce coût. sont les règles. C'est un coût. Les journalistes là, qui les prend en Voilà, charge. qui les prend en Ce sont charge. donc toutes ces lois-là qui sont pour la plupart impopulaires et fortement contestées. Vous voyez un tout petit peu. Je suis d'accord qu'on respecte nos lois, mais nous sommes une démocratie, c'est vrai que nous sommes jeunes. Il faut tenir compte du caractère impopulaire de beaucoup de nos lois. C'est pour ça que vous avez vu tellement de Camerounais indignés du fait que un voyou qui a tabassé à mort une femme soit libéré après avoir versé 52 000 francs. Donc il y a beaucoup de lois comme ça. Mais ce serait une très bonne chose que les tendances soient objectivement publiées. Très bien. Vous voyez un tout petit peu, Bernard tout ça peut Oda, contribuer à la oui. transparence, Il y a- garantir une espèce de volonté compris. de transparence. Il y a un message qui te concerne ici, je pense qu'il est joli pour vous. Écoute ce que le monsieur dit. Bonjour Espace Miné, je me souviens que lors de ses premières apparitions sur vos plateaux, Bernard Owona jouait le rôle d'un RDPCiste totalement atypique et qui critiquait et tirait avec objectivité sur tout ce qui se faisait mal. C'était incroyable. Aujourd'hui, son itinéraire a complètement changé. Et je suis certain qu'une fois les élections passées, on retrouvera la version originale de Bernard Owona. Bravo Bernard Owona, vous nous avez bien lobé. C'est pas pour des dragages. Non, je vais dire quelque chose. Vous avez lobé les Camerounais. Non, je n'ai lobé personne. Pas pour de dragage, rassurez-vous, je n'ai jamais changé. Je dis ici, et je l'ai dit depuis des mois, je soutiens le président Paul Biya, je condamne les magouilles. Vous êtes biaïste? Non, je ne suis pas biaïste. Non, Bernard a condamné la violence institutionnelle tout à l'heure. Je soutiens le président Paul Biya, que je vais d'ailleurs voter sans état d'âme. Le vote est secret. Hein? Oui, le mien est secret, je garde ça pour moi. Mais pourquoi vous le dites à la télé? Pour assurer M. Papou de dragage. Mais je dis que je condamne avec la dernière énergie l'attitude qui consiste au sein du RDPC à faire dans le clientélisme, dans le népotisme, dans le marchandage et dans tout ce que vous pouvez imaginer comme politique. Alain Dour veut absolument réagir. Allons-y, Alain Dour. Dire, s'il est vrai que nous appelons une pacification de ce processus de tous nos voeux, il faut déjà dire que le processus lui-même est émaillé de violence. Quand on vous dit communiquer la liste électorale nationale, puis vous commencez avec des petits tours de passe-passe, etc., tout le monde a peur, tout le monde se tasse. Pourtant, ce qui est en train de te faire est anomique, il y a un problème. Donc, on comprend donc qu'on va continuer comme ça pendant tout le processus et ça n'a rien de reluisant. C'est-à-dire que même le processus lui-même est émaillé de violence, où des gens savent qu'en réalité, ce qui est en train de se faire bat contre le droit, bat contre la loi, ils le font quand même. Et quel type de loi? Alain Dour, pour ajouter quelque chose, le cas des mauvaises lois. Hein? Des lois impopulaires. Non, il y a des mauvaises lois. Justement, quand je parle de cette violence sournoise, c'est cette ingénierie juridique qui a conçu un corpus de textes pour permettre la pérennisation. Le législateur fait des choses... et l'assise indémontable du régime. Ça aussi, c'est un problème. Hein? C'est une violence. Alors, on peut avoir des problèmes à ce qu'en live, on nous retransmette tous les résultats des bureaux de vote sur, voilà, avec clarté sur certains sites, etc. Le Cameroun peut-être que le téléspectateur du Plus Strat de la Grèce aura une réponse. Nous lisons donc ce qu'il dit, ce monsieur de la Grèce. Bonjour le plateau, c'est le régime Biya qui a imposé la violence en politique. Lorsque vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il est le boulilex pour écraser ses compatriotes, lorsqu'il dit dans une chaîne nationale qu'il n'a pas besoin qu'on l'aime et qu'il n'est pas révoqué, nous avons un régime très violent. Le musellement des médias est une violence. Vous avez des panélistes qui veulent s'exprimer, mais le journaliste a peur et coupe la parole. Il faut neutraliser Tangandi, sinon je crains des élections violentes. C'est vrai que dans le langage militaire, le mot neutraliser est fort. Hein? Le ton martial. Voilà. Vous-même, vous voyez que ce que vous critiquez sur l'autre, vous-même, vous n'êtes pas si éloigné. Vous me semblez même un peu plus violent. Parce que vous dites qu'il faut neutraliser Tangandi. C'est fort, hein, c'est violent. Et parce que c'est violent, je fuis.
Et je prends le 241, c'est un message du Gabon. C'est mieux le fruit. Bonjour le panel. Monsieur le DPO, on a parfaitement raison. Rassurez-vous que ces professeurs créent une violence et qui risque de ressembler à celle que les avocats avaient soulevée au Nozo et qui s'est finalement transformée en guerre. Et il faut dénoncer, ne plus inviter les Msanga, Bayebek et tout ça, et qui veulent toujours jouer à la victime. C'est Roger Marga. Ah, Roger, c'est aussi violent, hein? Alors, un autre message très rapidement. Qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Au Cameroun, la politique est fréquemment associée à la violence, tant dans le discours que dans les pratiques. Depuis l'indépendance, le pays a connu une histoire marquée par la répression des opposants, les restrictions des libertés publiques et une centralisation autoritaire du pouvoir. La crise anglophone, la lutte contre Boko Haram, ainsi que la gestion musclée des manifestations politiques illustrent ces liens persistants entre pouvoir et usage de la force. Cette violence, souvent utilisée pour préserver le statu quo, traduit une fragilité démocratique où l'expression politique peine à se faire sans intimidation ni répression. Oui, dans la réalité camerounaise, politique et violence se croisent trop souvent, mais cela n'est ni une fatalité ni une règle universelle. Une culture politique plus démocratique pourrait inverser cette tendance. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. L'émission est actuellement terminée. Ça ne nous surprend pas. Merci. Merci à Guy Albert Bomba qui était là ce matin. Merci à Bernard Oona. Merci à Alain Douk. Merci à Rodrigue d'Albert Evina. Mes auditeurs me chargeaient de vous saluer. Ah bon? Les auditeurs de la radio Galaxy FM. Je les salue également chaleureusement. Voilà, c'est des devoirs républicains surtout. À 13h30, 16h, on prend le contrôle de la capitale. Quelle fréquence? 93.5. 93.5. On tourne 24 heures sur 24. Même quand on est au bout. Nous tournons. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. Ce sera à partir de 22h30. Nous disons encore bonjour ce matin à ces fidèles téléspectatrices et téléspectateurs venus de l'autre côté qui nous ont accompagnés ce matin. Merci à Sidonie, épouse le maire. Merci à Sandrine. Merci à Marguerite. Merci à Ariane. Ne ratez surtout pas, comme nous l'avons dit, cette rediff à 22h30. Mais une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?